Allô, moi c'est Judith, je suis orthophoniste et je travaille avec les gens qui bégayent depuis 2008. Et moi, c'est Geneviève. Je suis candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie et je suis une adulte qui bégaye. Vous écoutez Je suis un podcast, un espace pour parler du bégaiement sous toutes ses formes, sans tabou et dans le plaisir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Alexandra Seymour, Jade Clich et Annie Dubé, qui sont toutes trois orthophonistes. Dans un premier temps, Alexandra et Jade vont nous parler d'un comité qui a été mis en place dans leur milieu de travail pour réfléchir aux microagressions et tenter de les diminuer au quotidien. Et on reçoit aussi à Annie Dubé qui nous parle de ses expériences personnelles de microagressions qu'elle a entendues en tant qu'orthophoniste et en tant que personne qui bégaye. Je suis un podcast créé par l'Association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégayent. Rendez-vous au abcbégaiement.org pour connaître les services, ressources et activités de l'ABC. Suivez-nous sur Instagram et Facebook sous le nom ABC Bégaiement. Bonne écoute! Merci d'être là et de nous suivre. Allô Judith! Allô Jen! Avant d'aller à l'entrevue avec Jade et Alexandra, on voulait seulement vous dire qu'il y a un épisode précédent du podcast qui a été produit sur les microagressions. C'est l'épisode 18. On est rendu maintenant à l'épisode 49, cet épisode-ci. Wouhou! Mm-hmm. Et dans cet épisode, on décrit des concepts théoriques, on définit les micro-agressions, d'où elles viennent, etc. Donc, si vous voulez compléter votre écoute par cet épisode ou commencer par cet épisode-ci avant d'écouter l'épisode actuel, bien, libre à vous. On va mettre la source dans la description de l'épisode. Oui! Et avant aussi d'écouter Alexandra et Jade, on voulait vous dire que Alexandra et Jade ont mis dans leur milieu de travail, ont mis un comité sur pied, donc dans l'équipe bégaiement du centre de réadaptation, pour faire de leur mieux dans le but qu'il y ait le moins de microagressions possible, car c'est un sujet qui leur tient vraiment à cœur. Elles veulent aider et ils veulent aider et non nuire. Hein, donc, et pour spécifier qui fait partie de cette équipe bégaiement-là, donc il y a des orthophonistes, des éducateurs ou éducatrices spécialisées, travailleurs sociaux et psychologues. C'est une superbe équipe là, très reconnue là, au Québec. Parce que c'est un centre de réadaptation qui est quand même reconnu là, en bégaiement au Québec. Et dans ce comité-là, il est prévu, et peut-être alors qu'on se parle d'ailleurs, alors qu'on va publier l'épisode, peut-être que ça a déjà été fait sûrement. Donc, des personnes qui bégayent sont invitées aux rencontres de discussion du comité. Donc, c'est un travail qui est fait par les personnes qui bégayent, pour les personnes qui bégayent, pour rayonner sur l'ensemble de ce qui est fait là, dans l'équipe bégaiement. C'est important d'avoir leur avis, directement. Oui, alors, c'est on vous laisse... essentiel. Exact. Alors, on vous laisse avec les segments d'Alexandra et Jade, puis de Annie Dubé. Bonne écoute! On est maintenant avec Jade et Alexandra, qui sont orthophonistes. Allô? 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 Allô, les filles! Je vous laisse vous présenter. Je vais commencer. Je m'appelle Jade. Je suis orthophoniste dans un centre de réadaptation depuis 7 ans. Je travaille avec des clientèles en langage, mais aussi avec la clientèle en bégaiement. Donc, voilà, c'est ce qui me vient en tête. Et moi, c'est Alexandra. Je suis aussi orthophoniste au même centre de réadaptation que Jade. C'est de là qu'on se connaît. Pour ma part aussi, ça fait 7 ans que je suis orthophoniste. Et depuis mon internat, je travaille avec des enfants et adolescents qui ont un bégaiement et avec une clientèle aussi qui ont des difficultés au niveau du langage. Oui! Puis on a travaillé ensemble au même centre de réadaptation qui est à Montréal. J'ai adoré travailler avec vous. Je vous ai quitté malheureusement pour d'autres aventures, mais l'équipe reste très spécialisée en bégaiement au centre de réadaptation Marie-Enfant, pour ne pas le nommer. Et là, Bonjour, la bienvenue, hein, revenir. Hey, écoute, je m'ennuie tellement de mes collègues d'amour, puis de la matériathèque, il y avait tellement de jeux. Des fois, j'imagine encore, tu sais, les jeux jusqu'au plafond là, à Marie-Enfant, puis je me dis, ça, c'était quand même nice. Mais en fait,
On voulait vous recevoir aujourd'hui pour parler des microagressions parce que vous avez mis en place certaines choses dans l'équipe Bégaiement pour essayer de diminuer les risques de microagressions. Donc, on voudrait justement vous entendre sur qu'est-ce que vous avez mis en place pour ça. Puis, on avait parlé au niveau des documents écrits. On pourrait commencer par ça. Donc, qu'est-ce que vous avez fait comme changement à ce niveau-là? Oui, donc au niveau des documents écrits, premièrement, j'aimerais faire une petite parenthèse pour dire que c'est nouveau pour nous aussi, tout ce qui est microagression. Donc, on s'adapte tranquillement pas vite au centre de réadaptation, puis on fait de notre mieux. Puis pour les documents écrits, Alexandra, tu me compléteras si j'oublie des choses, mais ce qu'on a mis en place, c'est quelques changements de termes qui pourraient être considérés comme une microagression, comme par exemple, on avait une section perception du problème. Oui. C'est problème, c'est un peu gros, là. Fait qu'on l'a changé pour perception du bégaiement, tout simplement. Ou de la situation. Moi, des fois, je mets ça perception de la situation. Beaucoup plus neutre, tu sais. C'est vrai, effectivement. Puis, on a aussi changé parole normale. Avant, on utilisait ce terme-là. On n'est plus trop à l'aise avec, donc on l'a changé également. Puis, dans nos objectifs d'intervention, souvent avant, c'était améliorer la fluidité. Puis on voulait le changer pour que ce soit plus dans une perspective de bien-être avec sa communication, de satisfaction en lien avec sa parole. Fait que des petits termes comme ça qu'on est allé changer en espérant qu'il y ait le moins possible de microagressions dans nos rapports. Est-ce qu'il y avait autre chose? Oui, ou d'introduire, en fait, c'est comme d'insinuer que justement, il y a un problème, que ça va pas bien. Parce que c'est pas nécessairement la situation, en fait. C'est pas parce qu'on a un bégaiement qu'on n'est pas bien. T'sais, c'est le fait que déjà dans nos rapports, on l'écrivait comme ça. C'est comme si on s'attendait à, tu sais. Mais c'est pas ça, c'est plus d'y aller neutre. Donc, tu sais, parole bégayée. Est-ce que vous écrivez maintenant, au lieu de parole normale, écrivez-vous parole non bégayée? Moi, pour ma part, j'écris autant parole. Par exemple, s'il n'y a pas de. Moi, j'utilise encore le F, le mot en F. Le mot en F, le mot en F. Ah, c'est drôle. Ah, ça, c'est drôle. Le mot en F, le fameux mot. J'utilise encore le mot fluidité, le mot fluide, donc parole fluide. Mais effectivement, une autre chose qu'on pourrait penser, c'est est-ce que le contraire de parole bégayée, c'est parole non bégayée? Oui, c'est ça. On dirait, moi, j'aime bien ce terme-là. Ouais. Parole non bégayée, parole bégayée. Même avec les clientes, on dirait que je commence à utiliser ça. Je sais pas. On réfléchit ensemble, hein, dans le fond. Ouais. Mais je pense que le mot en F, fluidité, dans un contexte, si on dit, si on contraste la parole bégayée et la parole fluide, je le vois pas ou je le vis pas, moi, comme une micro-agression dans ce contexte-là. Parce que c'est comme... On le contraste. C'est vrai que ma parole est pas fluide quand elle est bégayée. C'est pas comme si on disait trouble de la fluidité, là, où c'est comme si ça me définit ou ça définit ma parole comme non fluide. Je sais pas si vous me suivez. Mais moi, c'est pas mal le point que j'aurais ajouté. On n'utilise plus non plus, justement, cette formulation-là, trouble de la fluidité de type bégaiement, par exemple. Quand on va parler dans les conclusions d'orthophonie, on est plus dans présente un bégaiement. Ouais. On n'utilise plus le mot trouble. Tantôt, tu référais au mot problème. Mais même chose, la connotation négative qui vient avec problème, qui vient avec trouble, alors qu'on sait que c'est pas nécessairement, en fait, ça n'est pas un problème, là. Oui, tout à fait. On a entendu mon cellulaire. Je suis désolée, je vais le remettre sur... Pourtant, je l'ai mis en mode avion. En tout cas. Ouais, puis tu sais, dans le fond, dans les conclusions, maintenant, c'est ça, tu sais, au lieu d'avant, anciennement, c'était trouble de la fluidité, de type bégaiement, de type bredouillement, blablabla. Donc maintenant, bégaiement développemental, bégaiement bredouillement développemental. Donc, au lieu de, par comparaison à qui, tu sais. Fait que ça, c'est une autre façon aussi qui fait vraiment du sens dans les documents écrits. Puis au niveau des objectifs, tu sais, c'est ça, comme au lieu de dire améliorer la fluidité, souvent c'était ça, tu sais. On pourrait dire diminuer le bégaiement aussi. Si c'est ça l'objectif de la personne, de diminuer le bégaiement, ben, on peut le dire comme ça. Ça fait, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Puis tu sais aussi d'améliorer l'aisance à communiquer, d'améliorer la satisfaction de sa communication, tu sais, c'est encore plus large parce que des fois, je me dis, diminuer le bégaiement, des fois, il y en a que c'est pas ça leur objectif. C'est juste d'être bien.
Tout à Comme ça, fait. tout en s'adaptant aux besoins du client qu'on a devant nous pour choisir l'objectif, de quelle façon on va l'écrire, tu sais. Ben oui. Et est-ce que vous diriez que c'est fréquent que quand la personne est en thérapie, que son objectif en premier lieu, c'est justement de bégayer moins ou d'être plus fluide? Moi, je dirais que c'est plus que 90% Ouais. des clients qu'on a. Et quand ça vient pas du client, du patient, c'est l'objectif que va avoir la famille pour Mhm. l'enfant, pour l'adolescent. Donc, on a encore beaucoup cette vision-là que le bégaiement, il faut l'enlever. Donc, l'objectif, c'est ben, qu'il n'y ait plus de bégaiement. Donc, pour que la thérapie soit une réussite, c'est qu'il n'y ait plus de présence de bégaiement, qu'on ne l'entende plus du tout. Tu sais, je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut, comment dire, tu sais, dire que c'est mal parce que ça fait pas si longtemps qu'on est sorti de l'école. Puis moi, à l'école, c'est ce que j'apprenais. Une thérapie Mhm. réussie, c'est quand la parole est fluide, quand on a des échelles à 0. Donc, on a aussi Mhm. cette conception-là. Donc, nous, les approches ont changé, on a évolué, on essaie de s'adapter, sauf que on baigne là-dedans du lundi au vendredi, on fait que ça. Donc, c'est normal que les gens aient pas encore suivi la tendance. Il y a tellement eu longtemps de connotations négatives avec le bégaiement qu'il fallait le cacher que je dirais que c'est pour ça que c'est encore l'objectif premier des enfants, des adolescents, des familles. Puis comment vous tu sais, ceci étant dit, tu sais, que la famille arrive en disant, mais oui, je veux diminuer le bégaiement, on veut s'en débarrasser. Des fois, c'est ça aussi les mots qu'on entend comme objectif. Comment vous essayez d'ouvrir ça, d'ouvrir la conversation, puis de dire, OK, j'entends votre besoin, mais quoi d'autre, tu sais? Ouais. Mais moi, souvent, surtout si c'est un enfant plus vieux, là, tu sais, que son cerveau il est moins flexible, là, si on pense à un tout petit lit de com, un plus vieux avec une famille qui voudrait vraiment là, enlever le bégaiement, tout ça, souvent, je vais l'expliquer que, ben, ça se peut qu'on soit pas capable de l'enlever, il y a de fortes chances. Puis je vais souvent dire, est-ce qu'on peut avoir un autre objectif? Est-ce qu'on peut tolérer une certaine partie de bégaiement? Puis souvent, je vais dire, est-ce qu'on peut dire qu'un de nos objectifs, c'est, mettons qu'ils veulent vraiment améliorer la fluidité, d'accord, on va essayer de faire des choses pour améliorer la fluidité, mais est-ce qu'on peut rajouter que l'enfant ou la personne se sente bien avec sa communication? Que l'enfant participe socialement. Fait que moi, j'emmène souvent d'autres objectifs que leur seul objectif, sachant que peut-être que lui, bon, on n'ira pas dans le fond dans ce qu'ils veulent à 100%, la famille, Mm-hmm. puis qu'on puisse renforcer d'autres côtés, tu sais, ben bravo, tu participes socialement, tu sais, ça, c'est le fun, tu te sens bien, tu sais, à l'école, tu parles. Fait que moi, j'essaie beaucoup de renforcer d'autres côtés aussi que seulement Ouais, l'objectif principal de la fluidité de la famille. Je sais pas si tu fais ouais, la même chose. ouais. Oui, puis je veux revenir sur un point qu'on a discuté là, quand les micros n'étaient pas branchés encore, mais l'étape 1, souvent, c'est d'aller valider aussi l'objectif que la famille va avoir, que le jeune va avoir, parce que la personne qui arrive, qui veut améliorer sa fluidité, c'est d'aller creuser pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il est dérangé par son bégaiement? OK, mais pourquoi? Mais après ça, c'est de faire attention aux termes, parce que si on arrive avec un enfant qui dit moi, je veux plus bégayer, il est Mm. dérangé, tout ça, puis nous, on dit hey, le bégaiement, c'est pas grave, Non, t'as tu pas raison, besoin de Alex. thérapie, empêche-toi pas de parler. Hey, tu sais, Joe Biden bégaye. Non, ça peut en être une forme de microagression parce qu'on valide pas son vécu. Tout à fait. Puis on est comme un peu dans le positivisme toxique, là, de dire ah ben non, mais ça va bien, ta. Et des fois, la personne n'est pas là, n'est pas rendue là à entendre ça. Et comme tu dis, ça peut être une microagression en soi. Donc, tu sais, c'est ça, comme vous dites, c'est d'accueillir, d'écouter, en fait. Je pense que ça part de ça, hein, de bien écouter le besoin, la personne en face de nous, puis de partir de là, où elle est, puis de comprendre pourquoi. Pourquoi tu veux diminuer ton bégaiement? Pourquoi? Qu'est-ce que ça te fait vivre? Émotion? Évitement peut-être de situation? C'est ça. C'est à l'inverse, pour avoir donné ce cas de figure-là, si la personne, elle arrive, elle n'est pas dérangée par son bégaiement, pas du tout, mais elle veut vraiment juste améliorer son aisance quand elle communique pour avoir, que ça soit plus facile, par exemple, ses communications au travail, tout ça. Mais on dirait que là, on se questionne moins. Mais c'est ça, il faut vraiment trouver
le juste milieu. Puis c'est ça aussi qu'on dirait qu'on a tellement voulu avoir une approche positive de « Hey, le bégaiement, c'est pas grave, on accueille », mais il faut rester vraiment dans valider le ressenti, tu sais, de la personne. Ben vraiment, Ouais, c'est vraiment. ça. Puis aider la personne à comprendre pourquoi elle déteste autant son bégaiement. Puis ça, c'est, ben, dans mes recherches au doctorat, je me questionne sur comment apporter ça à la famille ou à l'enfant ou à l'adolescent, puis aux personnes plus vieilles aussi, tu sais, parce que ce que je réalise, c'est que, puis ce que je lis aussi, c'est que les gens souvent veulent plus bégayer, mais quand ils sont conscients qu'il y a une forme de stigmatisation qui est associée à ça, puis quand ils ont cette information-là, qu'il y a des procédés dans notre société qui font en sorte qu'ils n'aiment pas qui ils sont, puis leur manière de parler, c'est comme si ça les libère, tu sais. Ben, pas chez tous et toutes, mais je vois que chez beaucoup de gens, quand ils prennent conscience de ça, c'est comme si ça ouvre leurs yeux, tu sais. Puis je me questionne sur comment est-ce qu'on apporte ça. Ben moi, ça m'est arrivé des fois de faire des messages avec des familles, tu sais, que, ben, justement, tu sais, la façon dont on perçoit le bégaiement dans la société, comment que c'est véhiculé, ben, ça fait en sorte qu'on a l'impression que c'est un problème, que c'est pas correct, mais au fond, tu sais, la fameuse exemple, là, de quelqu'un qui a un accent, est-ce que c'est pas correct d'avoir un accent, tu sais, toutes les différences de façon de parler, là, les différences de parole. Des fois, j'essaie de les emmener à voir ça comme une diversité, puis que la raison pourquoi peut-être qu'on le perçoit pas d'emblée, le bégaiement, comme une diversité, c'est parce que c'est le message qui est véhiculé par les autres. Fait que des fois, moi, j'apporte ça comme ça. Mais ça l'aide pas, je le sais C'est pas. vraiment bon, je trouve. Je sais pas Ben moi, si je ça pense l'aide ou que ça ça l'aide pas. aide. Moi, je pense que ça Ouais. aide parce que c'est ce qu'on veut faire, c'est d'ouvrir un peu les options, en fait. Tu sais, il y a plusieurs options en orthophonie, dans le fond. Puis de comprendre aussi, at large, la macrostructure, si on veut, ou tu sais, comme la situation globale du bégaiement dans la société, ça aide à comprendre pourquoi moi, je me sens moins bien avec mon bégaiement. Par exemple, tu sais, parce que souvent, c'est ça pour les enfants, parce qu'en centre de réadaptation pédiatrique, les enfants, souvent, je ne veux pas généraliser, mais il y en a souvent qui sont super bien, là. Ils parlent, ils sont super bien, ils ne s'empêchent pas. C'est le parent qui est moins bien avec le bégaiement. Et c'est à eux qu'on doit s'adresser. Et je pense, comme tu dis, Jeanne, c'est super pertinent d'expliquer ça aux parents, parce que dans le fond, lui aussi peut avoir internalisé certains stéréotypes en lien avec le bégaiement, qui fait en sorte qu'il veut pas que son enfant bégaye ou, tu sais, il veut le diminuer. Donc, déjà, de comprendre ça, ben, je trouve que ça permet de faire plus de choix après, justement. Oui, c'est ça. Parce que je pense que les parents ou les personnes en général pensent que le bégaiement, c'est mauvais, mais c'est pas seulement... Ben, c'est comme... Dans leur tête, c'est un fait, mais quand on leur donne cette information-là, qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres façons de le voir, ben, tu sais, ils ont juste jamais pensé à ça, puis c'est normal, tu sais, c'est tous des mécanismes qui sont normaux dans notre société. Puis si, par exemple, c'est le parent, quand il parle à son enfant, qui utilise des mots comme « Ah, tu parles bien » en sous-entendant « tu bégais pas » ou il y a quelque chose que j'ai entendu d'une mère, c'était pourquoi t'es pas capable de bien parler en tout temps », tu sais, ou des choses comme ça. Comment est-ce que vous abordez ça avec le parent? Si ça vous est arrivé? Mais je parlais en mon nom, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est vraiment un discours que j'entends fréquemment dans mon bureau. Puis même chose, autant qu'on valide ce que l'enfant, ce que l'adolescent ressent, mais c'est aussi de comprendre pourquoi le parent dit ça. Puis la plupart du temps, c'est vraiment dans le but d'encourager. Même des fois, les thérapies qu'on peut recevoir par le passé, ça peut influencer les termes qu'ils utilisent. Si on parle Ben oui. d'un programme australien,
Le lit de com, on va le dire, là, ouais, c'est ça. Donc, le lit de com qui est vraiment basé sur ça, ben c'est sûr qu'après ça peut teinter les commentaires qu'on peut avoir. Puis après ça, si le jeune vieillit, puis les parents restent avec cette façon de décrire la parole, ben, il y a comme quelque chose qui explique. Donc, il faut comme déconstruire ça, mais ça se nomme. Puis moi, je suis de plus en plus à l'aise de nommer que c'est pas quelque chose qu'on va utiliser comme terminologie. Nous, au programme, on a plusieurs rencontres avec les familles avant qu'on commence la prise en charge, si jamais il y a une prise en charge. Puis dès les rencontres d'accueil, c'est vraiment quelque chose qu'on va parler de comment on va parler du bégaiement, c'est quoi les stratégies qu'on va mettre en place, tout ça. Mais on a aussi une super travailleuse sociale qui fait des super groupes parents aussi avec des parents. Quand nous, on voit que c'est très résistant dans notre bureau puis que ça peut nuire, mais des parents peuvent se rencontrer ensemble pour justement aller plus loin, voir pourquoi c'est les termes qu'ils utilisent, qu'est-ce que eux ça leur fait vivre. Hein. Ça revient vraiment à ce que tu disais tantôt, hein, d'aller creuser pourquoi c'est ça qu'ils veulent renforcer, pourquoi le contraire. Donc, pourquoi ils veulent se débarrasser du bégaiement? Parce que souvent, c'est le parent qui veut éliminer le bégaiement. Puis souvent, il y a une croyance au fond, là. Puis souvent, la croyance, c'est ben, il va pas réussir dans la vie, il aura pas une bonne job. On dirait qu'il faut se rendre jusque-là, mais ça peut prendre du temps, tu sais, d'aller jusque-là. Donc, tu sais, pour faire revenir à ma longue aparté, c'est de le nommer, que c'est pas, mais tu sais, avec bienveillance toujours, hein, que c'est pas une terminologie qu'on va utiliser pour décrire le bégaiement, puis qu'au contraire, à long terme, ça peut être nuisible. Et moi, l'épisode que je réfère le plus souvent aux parents, c'est le fameux épisode 1, Geneviève, quand tu parles de ton parcours en orthophonie. C'est l'épisode que je trouve qui peut tellement changer la vision d'un parent. Ah, ouais. Ouais, moi, je l'ai beaucoup écouté. Moi, ça m'avait été frappant pour moi. Puis je me dis, tu sais, s'il y a des parents qui peuvent voir l'impact que ça peut avoir, c'est ça. Donc, tu sais, c'est vraiment... Ouais! L'épisode 1, hein, qui est le plus écouté hein, de Je suis un podcast, là. C'est ma faute. Parce que c'est ça, parce que dans le fond, on ne veut pas... c'est ça, on veut que le parent soit plus conscient des mots qu'il utilise, de l'impact que les mots peuvent avoir. Puis des fois, ben l'enfant, chaque situation est différente. Hein? Des fois, on nomme fluidité, on nomme certains mots, puis c'est correct pour l'enfant, puis des fois, non. Fait que c'est vraiment juste de savoir toutes les options, tout ce qui est possible, puis de voir l'impact que ça peut avoir. Puis après ça, on revient à ça, de prendre un choix, en fonction de nous, en fonction de notre enfant, qu'est-ce qu'on décide de faire, sachant tout ce que l'orthophoniste nous a expliqué, puis tous les risques, disons, d'utiliser tel ou tel mot, là. Mais c'est ça, parce que dans le fond, ce que tu dis à l'épisode 1, c'est que tu te souviens encore qu'en orthophonie, c'était axé sur la fluidité et qu'il fallait que tu sois fluide pour être adéquate même. Ça allait même au-delà du bégaiement. Ouais. Ça allait en tant que ton identité en tant que personne, tu sais. C'est intense. Ouais. Ouais. Puis en même temps, je pense que c'est comme ça que pas tous les jeunes vont vivre ça de cette façon-là, mais je pense quand même la façon dont on parle, c'est tellement quelque chose d'intime, tu sais, puis fait que c'est normal en même temps de se sentir inadéquate quand le message que tu reçois sur la façon dont tu parles, c'est que c'est pas correct, faut que tu corriges ça, faut que tu te forces, sinon c'est pas agréable de t'écouter, tu sais. Ça n'a aucun bon sens, ça n'a aucun bon sens. C'est des micro-agressions. Tu sais, tout ce que tu dis, micro-agression. C'est ça, tu sais. Fait que c'est d'être conscient de ça, tu sais, en tant qu'orthophoniste, de savoir que ça peut exister. Puis on peut se reprendre, hein, tu sais, on parlait de ça aussi. Il y a moyen des fois de dire, tu sais, la semaine passée ou 2 semaines, j'ai dit ça. Par exemple, on a valorisé la fluidité. C'est-tu une bonne chose, faire ça? Est-ce que tu te sens bien? Tu sais, on peut demander à l'enfant aussi. Est-ce que c'est ça? Parce que des fois, les enfants, ils sont contents. Mais c'est ça, ça dépend aussi de l'approche qu'on utilise. Parce qu'on est en lit-com, on encourage la fluidité. Donc là, c'est ça dépend de l'approche qu'on prend, c'est certain. Là. Mais si, disons, on n'est pas en lit-com, on est en façonnement de fluidité ou en modif, peu importe, bien, on peut demander à l'enfant, c'est-tu correct si je te dis ça? Tu sais, ça te va-tu? Puis aussi, je trouve que, tu sais, c'est ça, il y a plein d'exemples, tu sais, dans nos thérapies de, tu sais, souvent, l'enfant va dire « je suis 4 sur 9 ». Tu sais, dans les échelles de sévérité subjective, en 0 à 9, 0 étant pas de bégaiement, puis 9 étant un bégaiement extrêmement sévère, l'enfant va dire « je suis 4 ». Puis là, je suis comme « un petit peu, t'es pas un 4 ».
ta parole, ton bégaiement est à 4. Mais pas toi en tant que personne. Tu sais, on dirait qu'il y a plein de niveaux aussi de quels mots on utilise, puis comment on nomme les choses, tu sais, pour justement voir le bégaiement comme il est, tu sais. Que tu dis, nous, on en avait parlé avant aussi, puis tu sais, avant, beaucoup l'accent était toujours sur la parole. Comment a été ta parole cette semaine? L'échelle de sévérité, blablabla. Puis maintenant, on essaie justement, parce qu'on veut distinguer l'individu et sa vie de, bon, sa parole. Puis on commence plus nos thérapies maintenant avec, hey, comment a été ta semaine? Qu'est-ce que tu as aimé cette semaine? Fait qu'essayer de ramener ça sur la personne, sa personnalité, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qui a bien été cette semaine, au lieu de parler toujours directement de la parole. Puis après ça, si la personne a envie elle-même de nous parler de la parole d'emblée parce que c'est ça qu'elle veut nous partager, bien nous, on suit la personne, mais on essaie d'avoir cette distinction-là aussi. Ouais, t'as-tu tout dit ce que tu voulais dire? Est-ce que tu as levé ta main cette semaine, par exemple? Est-ce que tu as eu des moments avec tes amis que tu aimerais me parler? Ou, tu sais, ouais, c'est ça, d'ouvrir à d'autres choses complètement. Parce que ce qu'on fait en intervention, ça reste un petit peu en tête comme modèle, entre guillemets. Donc là, après ça, le parent aussi a ce modèle-là. D'arrêter de dire, ah, puis ta parole, ben, tu sais, disons, par exemple, là, de prendre des échelles de sévérité tout le temps, tu sais, mettons, là. Fait que là, vu que là, ils savent ils ont vu, par exemple, que Jade, elle n'a pas nécessairement demandé ça, ben ah ouais, peut-être que je pourrais moi le demander. Tu sais, on est un peu comme un modèle, dans le fond. Ouais. Puis avant de terminer notre conversation, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire aux orthophonistes et ou aux personnes qui bégaient sur les micro-agressions? Bien, je pense que la première étape, c'est d'en être conscient. Donc, maintenant qu'on est conscient, nous, comme orthophonistes, je parle vraiment le nous de professionnels en orthophonie, c'est oui, on essaie le plus possible de les réduire, mais après ça, on doit agir un peu comme modèle. Je dis, tu l'as dit, agir comme modèle pour la famille, les amis de la personne et tout ça, mais il va toujours en avoir. Il faut se rappeler aussi que la personne qui bégait aussi peut elle-même s'auto-faire des micro-agressions. Et par définition, une micro-agression, c'est non intentionnel. Donc, notre but, c'est vraiment d'aider, d'agir avec bienveillance et que tout se rattrape. Donc, je voudrais dire, c'est correct des fois de se tromper, mais c'est correct de se rattraper aussi, puis on n'est pas parfait. Donc, il faut juste montrer que tout se dit, tout se rattrape, puis que c'est pas une finalité en soi. On progresse, comme on l'a dit au tout début, c'est nouveau, donc on en échappe encore, mais on essaie le moins possible de nuire. Donc, c'est pas mal le petit mot que je voudrais dire. Puis l'autre chose aussi, c'est, mais nous, on bégait pas. Fait que vraiment, souvent, on se questionne sur, on se sent un peu peut-être imposteur de dire certaines choses parce que nous, on n'a pas de bégaiement. Fait que maintenant, moi, je le dis. Mais tu sais, moi, je bégais pas. Il y a des choses que toi, tu vis, il y a des choses que tu ressens que je comprendrai pas ou que je vais jamais vivre. Explique-moi. Là, on dirait que ça peut ouvrir aussi une discussion. Fait que je sais pas si il y avait plus de modèles, tu sais, que de personnes qui bégaient, si ça serait différent, mais c'est vraiment des fois, je me dis, ah, mais je suis qui, moi, pour dire, hey, tout est beau avec le bégaiement? Tu sais, j'en ai pas de bégaiement. Je le sais pas à tous les jours, c'est quoi. Donc, de le nommer, je trouve que c'est la première étape là, de mon point de vue à moi. Ouais, d'être humble face à ce qu'on sait, face à ce qu'on sait pas, puis d'être correct aussi. Ben ça, je le sais pas. C'est sûr que la personne en face de nous, que ce soit un enfant, adolescent, adulte, ou le parent d'un enfant, c'est eux qui sont les professionnels, tu sais, du bégaiement, de leur situation. Fait que c'est vraiment, c'est de eux que ça doit partir, pas de nous. Moi, en tant qu'orthophoniste, je connais tellement tout. Non, puis ça, des fois même, c'est une microagression de vouloir mettre les mots dans la bouche de la personne, puis c'est même pas ça qu'elle vit. Donc, c'est ça. Fait d'avoir vraiment cette posture-là d'écoute, d'être humble avec ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, puis d'être bienveillant. Puis je trouve que c'est excellent de demander à la personne de vous expliquer, dans le fond, parce que ça l'empower. Puis souvent, le rapport ou la relation entre orthophoniste et personne qui consulte, il y a un espèce de rapport de force où la personne est comme, ben, l'experte, c'est toi, tu sais, puis le problème, c'est moi. Fait
Puis tu sais, ça, c'est pas conscient, c'est inconscient, mais je trouve qu'en demandant à la personne « explique-moi », ben c'est empouvoirant. Ouais. Hey, Merci merci pour votre beaucoup. partage. Merci, Merci pour Alex. l'invitation. Merci à vous. Merci, Jade. Alors, on se retrouve avec un autre segment avec Annie Dubé, orthophoniste. Allô, Annie! Allô! Allô, Annie! On est super contente que tu sois là. Et t'es comme moi, t'es une orthophoniste et une personne qui bégaye aussi. Est-ce que tu aimerais dire un petit mot sur toi avant de commencer? Oui, bien, moi aussi, je suis vraiment contente d'être là avec un autre orthophoniste qui est bègue, là. Je trouve ça vraiment le fun de ne pas être la seule au monde comme ça, de sentir qu'il y en a d'autres, j'aime ça. Puis, ben, ouais, je suis une personne qui bégaye, puis je suis une personne qui a un bégaiement caché, là, un bégaiement que ça paraît pas tellement. Puis, ouais, je pense que ça me caractérise, entre autres, dans mon cheminement en tant qu'orthophoniste qui bégait. Puis je viens d'une famille de gens qui bégayaient. Fait que donc mon père bégayait quand il était en vie, ma mère, elle bégayait, mes oncles, puis je sais, ma fille, elle a eu du bégaiement aussi quand elle était enfant. Fait que j'ai fait un traitement avec elle. Donc, ouais, le bégaiement, c'est très imprégné dans ma vie. Puis ma vie d'orthophoniste aussi, là, c'est vraiment une passion, l'orthophonie. Je suis contente d'avoir eu la chance de faire des études là-dedans puis de travailler là-dedans. Ta mère bégayait et ton père bégayait aussi? Ouais, mes 2 parents. C'est drôle, hein? Ah ouais, c'est quand même plus rare, si on veut. Ouais. En même temps, la vie étant ce qu'elle est, tout est possible et je veux dire, mais ouais, quand même, c'est ça, il y a beaucoup de bégaiements dans ta famille. Est-ce que c'était quelque chose qui était discuté ouvertement ou non, pas du tout? Ben, tu sais, quand mes parents en parlaient, ils faisaient référence à eux comme si ils bégayaient pas puis que ça les empêchait pas de rien faire, mais tu sais, je le voyais clairement que c'était pas vrai, là. Je sentais des malaises où je voyais ma mère qui s'excusait parce qu'elle bégayait sur des mots quand elle essayait de donner son numéro de téléphone. Puis ils m'ont donné tous les conseils qu'on n'aime pas recevoir, là, de parler lentement, Ah! de Ouais. respirer, tu sais, puis tout ça. Fait que je sentais que quand j'en parlais avec eux, j'avais pas le soutien dont j'avais besoin. Mais par contre, tu sais, ils m'ont jamais mis de pression pour que je bégaye pas. Tu sais, pour eux, c'était comme pas quelque chose d'important, mettons. Mais OK, quand j'ai commencé à dire que je voulais de l'aide pour ça, là, c'était très difficile pour moi d'aller leur dire parce que tu sais, je sentais pas qu'ils comprenaient, mais ils ont accepté de me soutenir. Tu sais, ils m'ont aidé à payer au départ quand j'ai été chercher de l'aide dans le privé là, vers l'âge de 22 ans, ben ils m'ont aidé à payer, par exemple. OK, c'est tellement intéressant. Mmh. Puis là, je me demandais, toi, comme personne qui bégaie, est-ce que tu considères que tu as vécu ou que tu vis des micro-agressions et est-ce que tu as des exemples pour nous? Oui, j'en vis depuis toujours, là, puis j'en ai vécu encore hier, puis je m'attends d'en vivre encore la semaine prochaine, tu sais. Je pense les exemples les plus intéressants sont entre autres les expériences que j'ai eues avec des proches, comme des amis de la famille, puis avec des orthophonistes. Tu sais, c'est toujours drôle, tu sais, comme Ah quand ouais, hein? c'est Non, c'est ça. des inconnus, ça a comme moins d'importance, moins d'impact, mais quand c'est tes proches puis les orthophonistes que tu consultes, c'est difficile. Ouais, ça reste plus dans la tête un peu. Ouais, puis ça l'affecte l'estime de soi un peu plus, ça l'amène des contradictions un peu plus, tu sais, on sait pas Ouais. comment interpréter ça. Fait que, tu sais, juste comme exemple, hier, j'ai un voisin qui est un bon ami à moi, puis il écoute les entrevues que je fais en ligne. Puis j'ai fait une entrevue avec Marie-Philippe sur Ouais, Rodrigue, ouais. le bégaiement. Oui, c'est ça, Marie-Philippe Rodrigue. Puis Mmh. il m'a dit, hey, c'était super intéressant, mais tu bégayais plus, hein?
Puis là, j'étais comme, le mais, tu bégayais plus, hein? Il a vraiment dit ça, mais tu bégayais plus. Mais tu bégayais plus. Mais écoute, je le connais bien, puis depuis que je connais cet homme-là, il s'est intéressé énormément à ce que je faisais. Il est toujours heureux d'apprendre des choses sur le bégaiement. Fait que là, je l'ai regardé, puis là, je me suis rappelé, OK, les micro-agressions, c'est fait par des gens qui ont des bonnes intentions en général. C'est ça. Et je me dis, OK, c'est quoi l'intention de son message? Fait que là, j'ai dit, t'es bonne, mon qu'est-ce que tu veux dire par mais je bégayais plus? Tu sais, c'est quoi l'intention qu'il y a en arrière de ça? Puis il me dit, tu sais, j'étais un petit peu mal pour toi. Je me disais que t'étais plus gênée, que t'étais peut-être moins à l'aise. Mon Dieu! J'aurais tellement été fâchée. Ben non, en même temps, parce que c'est intéressant, parce qu'il l'a dit quand même, c'est intéressant. Oui. Parce que la personne aurait pu dire « Ah, ben je sais pas », mais là, il te l'a nommé, c'est vraiment bon. C'est vrai. Oui, puis ça reflète le fait qu'il sait pas comment se comporter quand je bégaye. Il sait pas qu'est-ce que je ressens. Fait que là, je disais « Ah, mais non, c'était pas parce que j'étais gênée. Au contraire, j'adore ça, faire ça. J'étais super excitée. C'est peut-être que j'avais mal dormi la veille ou peut-être au contraire que je m'empêche pas de bégayer dans ces contextes-là. Parce qu'au contraire, c'est pertinent de bégayer. Fait que j'ai moins le réflexe d'éviter de bégayer. Fait qu'on a pu discuter de ça. Puis ça, c'était intéressant parce que j'ai vraiment pu comme tu sais, justement, ne pas me sentir fâchée. Puis me dire, OK, c'est bon. C'était une micro-agression, mais j'ai été capable de repêcher ça pour pas que ça reste entre nous comme quelque chose qui crée une distance. Ouais, puis le fait d'avoir apporté un peu de la profondeur à la discussion, ben là, lui, il a appris de ça. Puis là, il dit « Ah, OK, c'est vrai, là, Annie, elle m'a dit... » Ce que je croyais, c'était pas ça, en fait. Tu sais, ce que tu dis, t'étais-tu plus nerveuse? Puis des fois, c'est que ça reflète à la propre relation que lui a avec le bégaiement. Lui est inconfortable, il sait pas trop. Mais là, quand toi, tu lui dis « Ben non, au contraire, j'étais super contente, tout ça. » Mais là, lui, ça l'aide après ça à comprendre « Ah, OK. Ah, Annie était... Tu sais, le bégaiement, c'est correct. » Tu sais, de le voir de manière plus neutre aussi. Fait que sûrement que ça va diminuer les risques de micro-agression dans le futur avec cette personne-là. Absolument, parce que je le vois comment il change dans sa façon de me parler de ça. Fait que oui. Mais ça demande un certain effort, tu sais. Ça me tente pas toujours de faire ça. Ben non, c'est ça. Je trouve ça super chouette parce que tu as utilisé une de mes stratégies préférées qui est ce que j'appellerais la question candide, qui est « Ah, pourquoi t'as pensé ça? » ou « Ah, pourquoi telle affaire? » Tu sais? Ouais, pourquoi tu dis ça? Parce que je trouve que ça fait en sorte que tu n'interprètes pas ce que la personne dit, puis la personne a de l'espace pour réellement dire ce qu'elle pensait ou pas, si elle n'est pas à l'aise. Puis en même temps, je trouve que automatiquement, ça fait que la personne réfléchit. Ah oui, c'est vrai, j'ai pensé ça, mais il y aurait d'autres. Tu sais, c'est pas la seule façon de concevoir, tu sais. Ouais. Ouais, tout à fait. Je trouve il y a ça d'autres super cas, chouette. par contre, où ça s'applique pas. Tu sais, comme un autre exemple que j'ai, c'est quand j'ai fini la maîtrise en orthophonie, on est allé manger, notre gang de filles des études là, de la maîtrise, dans un restaurant à Québec. Puis je me rappelle d'avoir dit comme que je bégayais, puis je me souviens plus c'était quoi le sujet de discussion. Puis là, ils sont tous revirés vers moi, puis ils ont dit, ben non, tu bégayais pas, tu sais. Puis là, dans ce cas-là, dire, mais pourquoi est-ce que tu penses que je bégayais pas? Ça n'aurait pas eu le même impact parce qu'ils m'entendaient pas bégayer. C'est pour ça qu'ils pensaient ça. C'était comme si là, je m'ouvrais à eux. Puis là, le réflexe qu'il y avait, c'était de dire, ben non, tu bégayais pas. Puis là, je ne savais vraiment pas comment agir. Je me souviens que ça m'a fait beaucoup de peine. Puis je me suis dit, oh my God, si des orthophonistes là, diplômés, comme j'en avais 10 autour de moi, puis tout le monde disait comme, ben non, Annie, tu bégayais pas. J'étais, oh là, on s'en va vers un mur. Là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tout à fait, hein, tout à fait. C'est comme encore la vision que si l'orthophoniste n'entend pas les difficultés, il n'y en a pas. Il n'y a rien à faire. Ouais. Il n'y en a pas de bégaiement. Puis il n'y a pas de entendus. problème. Ou tu sais, c'est ça. Mais là, tu le sentais peut-être dans le ton un petit peu, ben non, tu bégayes pas, Annie, voyons. Donc, pour te rassurer, entre guillemets. Mais c'est parce que l'intention, elle est bonne derrière. Mais
Mais ça invalide complètement. Ça invalide ce que tu viens de dire. Ça minimise, ça... Exactement. Ça Puis ferme la discussion, tu sais. Ça ferme la discussion, oui. Puis ça, c'en est un type de micro-agression que j'ai constamment. Mes amis vont me dire ça souvent comme « Mais Annie, je te connais depuis toujours, puis tu bégais pas, fait que je comprends pas comment ça tu te spécialises là-dedans, puis que tu dis que tu bégais, tu sais, c'est bizarre, tu sais, comme... » Puis aussi, quand j'ai fait une évaluation orthophonique, mais là, le rapport d'évaluation orthophonique disait que j'avais un bégaiement très léger. Et le très léger, tu sais, comme léger, j'étais capable de le prendre, là, mais très léger, là, c'était vraiment trop pour ce que j'étais capable de prendre, alors que ça l'a dicté les choix d'études universitaires que j'ai fait. Je me suis empêchée de faire un bac en enseignement pour ça. Il y a des cours que j'ai lâchés parce qu'il y avait des orales à faire. Tu sais, je veux dire, il y a des choses que je voulais apprendre que j'ai pas appris parce que je bégayais. Fait que Puis ça très léger. Réducteur de... Ouais. Puis qu'est-ce qui te dérangeait dans le très léger versus le léger? Ben, je me disais, tu sais, dans le fond, elle pense que je bégayais pas, puis elle écrit ça juste pour, je sais pas pourquoi, tu sais, comme pour me donner raison, parce qu'elle peut pas dire que je bégayais pas, tu sais. En fait, je pense que ça aurait été plus juste... Ben, j'ai l'impression, vous me direz ce que vous en pensez comme orthophoniste, mais j'ai l'impression que le très léger, c'est la forme physique de ton bégaiement comme elle l'a vu, tu sais. Donc, ça aurait été plus juste de dire que les manifestations physiques du bégaiement apparaissent comme très légères, mais tu sais, il y a tout un pan du bégaiement, c'est pas juste ce qu'on entend, comme on a dit. Ouais, dans ce en cas-ci, fait, ça m'apparaît comme réducteur de toute ton expérience, tu sais, puis de ce que tu as vécu, puis... ouais, mais en fait, ça dépend comment elle a fait son évaluation, mais tu sais, si elle a fait, c'est une femme, Oui. Ouais. Si elle a fait l'évaluation, tu sais, il y a une partie parole, mais l'autre partie, c'est tout l'impact, dans le fond, du bégaiement dans la vie, tu sais, les aspects cognitifs, affectifs, comportementaux, puis moi, je le vois comme différemment. Le bégaiement peut être très léger dans ses manifestations, mais là, je sais pas si elle t'avait vraiment demandé, mais toi, tu le sens comment aussi, tu sais? La durée, est-ce que tu les sens? La durée de tes moments de bégaiement, est-ce que tu sens que... Parce que moi, on dirait, j'en parlerai avec la personne. Sens-tu que c'est très léger ou léger, toi? Tu sais, sachant entre 0 à 9, par exemple, ou entre très, très, pas de bégaiement, parole non bégayée jusqu'à un bégaiement extrêmement sévère, toi, tu le sens où? Tu sais, il y a ça aussi, là, d'avoir ton avis à toi. Puis l'impact du bégaiement, mais ça, c'est autre chose. Dans la conclusion, il peut avoir un impact au niveau affectif. Ça crée de l'évitement. Tu sais, mais selon moi, ça n'a pas nécessairement de lien avec la sévérité du bégaiement, mais ça crée des impacts dans ta vie qui peuvent être, en fait, pas du tout reliés à l'impact, à la sévérité du bégaiement. Des fois, le bégaiement peut être léger, mais les impacts dans la vie sont sévères, en guillemets, ou sont importants, tu sais. Fait que je trouve ça que c'est comme deux choses, moi, je trouve. Ouais, mais dans ce que tu dis, il y a aussi le fait que les personnes qui bégaient pas beaucoup, on sait encore pas comment le mesurer, le fait que, tu sais, on peut le sentir, la tension non contrôlée, mais elle s'en va, puis finalement, il y a pas de bégaiement qui s'actualise. Fait que même quand je suis très fluide, je sens plein de moments de tension qui sont fatigants. Mais c'est ça. Mais c'est ça qui est important pour le mettre à léger à ce moment-là. Si toi, tu sens que justement, il y en a... C'est pas parce qu'on l'entend pas qu'elle n'est pas là, la tension. Puis c'est ça, dans le fond, qu'on veut aller mettre en sévérité ou, tu sais, quantifier, si on veut. Puis là, ben ça serait de voir, toi, tu le sens comment, tu sais. Puis à ce moment-là, peut-être c'est bégaiement léger, justement, par rapport à la fréquence de la tension que tu sens, la durée, l'intensité. C'est plus léger à ce moment-là que très léger, tu sais. Mais... Ben, puis tu sais, on parle quand même de choses qui se sont passées il y a presque 20 ans. Fait que tu sais, je m'attendrais aujourd'hui à voir un autre type d'évaluation orthophonique si je consultais, tu sais, maintenant. Surtout que c'était une orthophoniste qui était spécialisée là-dedans, dans le bégaiement. Fait qu'aujourd'hui, je m'attendrais à voir autre chose. Mais ça n'empêche pas que les micro-agressions de ce type-là, tu sais, comme qu'est-ce qui est léger, qu'est-ce qui ne l'est pas, ça perdure parce que tout le monde associe le fait que quand on bégaie peu, on souffre moins de ça. Et ça, c'est pas une équation qui est juste. Ouais, non. Mais tout à fait, non. C'est ça. Même, je sais pas si on gardera ça, mais juste les conclusions orthophoniques dans les évaluations, comme on vient de parler, bégaiement léger, modéré ou sévère, que
parler de sévère puis de sévérité, pour moi, c'est micro-agressant un peu parce que c'est sévère. C'est tellement un terme médical qui sonne comme c'est sévère, c'est négatif en soi si c'est sévère, tu sais, bref. Mais je trouve que ces étiquettes-là ne peuvent pas rendre compte de l'expérience que tu vis, puis je me demande à quoi ça sert de les utiliser. Non, mais tu sais, c'est une réflexion très large à laquelle je me suis pas consacrée encore, là. C'est toujours en fonction de l'objectif de la personne. Si la personne veut diminuer les manifestations du bégaiement dans sa vie, si elle veut être plus fluide, mais c'est là qu'on peut écrire ce genre de conclusion-là. Mais toujours en mettant dans la conclusion aussi comment la personne se sent. Est-ce qu'elle évite des choses ou la participation sociale, elle est comment, tu sais? Fait que la conclusion juste en fluidité ou juste en bégaiement est incomplète à mon avis, là. Parce que il faut écrire bien plus large que ça, tu sais. Mais t'as raison, tu sais, ce genre de terminologie-là, il y a quelque chose à réfléchir, tu sais, pour voir est-ce qu'on continue à écrire les termes de sévérité, par exemple. Ou juste de dire bégaiement développemental ou acquis ou pharmaco-induit, peu importe. Tu sais, et c'est tout, sans mettre de sévérité, tu sais. Ouais. Ça serait ça, ça pourrait être ça puis aussi. Des mesures diverses. Bref, ça pourrait faire un épisode entier. Et justement, ça nous emmène à notre prochaine question pour toi. Annie, en tant qu'orthophoniste, qu'est-ce que tu fais pour diminuer les risques de micro-agression avec tes clients-clientes? Je pense que la chose la plus importante à faire, c'est que je m'auto-analyse, je surveille ce que je dis, j'y repense, je soulève les choses que j'ai dit qui pourraient être blessantes, puis je réfléchis à comment je pourrais le dire autrement. Tu sais, c'est un processus, là, puis c'est jamais fini, là. J'en fais encore des micro-agressions, puis je m'attends à en faire encore. L'idée, c'est d'être vigilant, puis de le voir comme un processus où est-ce qu'on grandit là-dedans pour faire mieux, mais il faut pas se sentir, je pense, il faut pas comme geler, là, comme arrêter de bouger parce qu'on a peur là, de faire quelque chose de pas correct. Je pense qu'il faut être dans l'action quand même, mais utiliser ça pour faire mieux. Fait que la première chose que j'ai fait, c'était d'enlever justement les mots sévères, pire du vocabulaire que j'utilise. Fait que j'essaie vraiment de décrire ce qui se passe. Comme, OK, tu sens que tu bégais plus que la semaine passée ou tu voudrais bégayer moins fréquemment quand tu parles. Je vais pas dire ton bégaiement est pire que la semaine passée. Non, je vais pas dire ça parce que c'est pas comme ça. Ben ouais, puis c'est péjoratif, c'est ça, ça vient apporter un aspect de pire, meilleur, c'est mieux, c'est pire. C'est pas du tout ça qu'on veut de le nommer comme ça. C'est vraiment facile à changer, en fait, ça. Puis un coup qu'on est capable de le changer sur nous-mêmes, qu'on n'utilise plus ça comme mot, ben là, on est capable d'enseigner aux clients que c'est pas avantageux pour eux non plus de les utiliser, ces termes-là. Puis, tu sais, de réfléchir à cette notion-là. Quand tu dis que c'est pire pour toi cette semaine que la semaine passée, qu'est-ce que tu veux dire? Sais-tu que ça te fatigue plus de parler, que tu es moins confortable, que tu sens que les tensions sont plus importantes, que tu bloques plus longtemps? Tu sais, de mettre des termes plus précis qui nous aident en plus à faire une intervention qui est comme plus précise aussi. Bien, tout à fait. Fait que, au lieu de dire plus sévère, on pourrait dire il est plus présent cette semaine. Il a été plus présent, le bégaiement. C'est ça, tu sais. Oui, c'est beaucoup plus neutre. Il y a une image faite par une illustratrice qui bégait, qui est aux Pays-Bas. Son compte sur Instagram, c'est Just Stutter, que vous connaissez bien toutes les deux, je pense. Ben oui. Non, moi, je ne la connais pas. Je pense. Ah, mon Dieu, je vais y aller voir ça. Tu vas adorer, Annie. Elle a fait une image ou une BD, je me rappelle plus, c'est ça, sur le fait que ça la libère beaucoup d'utiliser des mots neutres pour décrire son bégaiement, donc pas pire, mais juste plus ou moins. C'est en anglais, mais je vais mettre la référence dans les sources de cet épisode. Bien, puis tu sais, quand on sait que le bégaiement, là, une des caractéristiques que ça a, c'est d'être instable dans le temps. Tu sais, ça varie dans le temps. Fait que pire puis moins pire que quand, tu sais, dans le fond, ça dépend toujours on se réfère à quoi, tu sais. OK, c'est plus fréquent que la semaine passée, mais c'est peut-être moins fréquent que v'là 3 ans. Tu sais, fait
C'est vraiment bien d'y aller dans quelque chose qui est neutre. Puis ça, je pense que ça fait une différence dans le climat aussi avec les clients. Puis Tout même à de fait. dire, il y a des orthophonistes qui disent, je pense à Michael Boyle, qu'on aime beaucoup, qui disait que plus de bégaiement peut être une amélioration aussi, ça peut témoigner du fait que tu t'empêches moins de parler, tu participes plus, tu fais plus de choses qui te faisaient peur avant. Tu sais, moi, je sais que dans les manifestations physiques, je bégayais beaucoup plus qu'avant quand je le cachais, tu sais, mais je suis tellement mieux. Fait c'est ça, il n'y a pas de pire ou de meilleur, c'est juste, je bégaye plus qu'avant ou on l'entend plus, mais moi, je me sens mieux. Exactement. C'est ça, c'est comme ton exemple dans le podcast que tu as fait avec Marie-Philippe, tu sais. T'as parlé, t'étais bien, exact. puis il y a plus de bégaiement, c'est ça, tu sais. Exactement. Ouais, puis je pense que aussi vu que ça fait plusieurs années que je travaille avec des communautés autochtones, j'ai vraiment pris le réflexe d'être arme dans ce que je pense que je sais, tu sais. Puis je pense que c'est eux qui m'ont enseigné ça, là, l'humilité, franchement, là, comme, ouais, tu sais, quand tu penses que tu sais quelque chose, puis là, t'es constamment confronté au fait que, eux, ils le voient différemment. Eux, ils font différemment. Eux, ils parlent différemment. Tu finis par remettre en question tout ce que tu crois, là. Puis c'est rendu une de mes forces de toujours remettre en question ce que je comprends, puis ce que je pense, puis ce que je partage. Fait que avec les clients, je sens qu'une des façons pour éviter de faire des micro-agressions, c'est toujours de revérifier avec eux qu'est-ce qu'ils ont compris de notre intention, qu'est-ce qu'ils ont compris du message, comment eux voient les choses, qu'est-ce que ça représente pour eux le bégaiement, comment... Fait que là, tu sais, je fais des activités là comme si le bégaiement était une chose, il ressemblerait à quoi? Puis là, tu sais, on peut sculpter quelque chose avec de la pâte à modeler, avec de l'argile, ou j'ai même un site Internet en ligne que j'utilise pour sculpter en télépratique. Puis là, comme on peut voir, tu sais, il y en a que c'est comme, c'est quelque chose de pas très beau, là, tu sais. Puis il y en a d'autres que c'est comme bien correct, là, tu sais, fait que tu pars du vécu de la personne, tu vas pas dire que le bégaiement, c'est naturellement difficile, c'est naturellement quelque chose de grave, de méchant, que tu veux pas attraper. Si la personne, pour elle, c'est pas le bégaiement qui est le problème, là, mais c'est plutôt comment que les autres agissent quand ils bégaient, il faut que tu partes de là, tu sais. Mais complètement. Surtout, justement, des fois, les enfants sont dans ce discours-là, puis l'enfant, tu sais, il parle, il est super bien, il est super à l'aise, il lève sa main en classe, whatever. Puis là, nous, on arrive en disant « qu'est-ce qui était difficile cette semaine? » Tu sais, je veux dire, c'est comme ça. Mettons, le mot sur « tu devrais avoir des difficultés parce qu'il y a un bégaiement. » Tu sais, fait que c'est ça, fait que c'est tout dans la façon de partir où le client est, puis de s'adapter toujours, puis de faire attention, c'est comme tu dis, toujours se questionner. L'as-tu bien dit? C'est-tu comme ça? Comment je pourrais faire mieux? T'sais, parce que c'est ça, on va toujours avoir le risque d'en faire, puis on va en faire, tu sais. C'est juste en fait, se questionner, là, c'est pas se taper sur la tête, là. Se questionner, c'est dire « Hey, je suis une bonne personne, puis j'ai envie de faire mieux, fait que comment je peux faire mieux? » Parce que comme orthophoniste, des fois, on est un peu... on est un peu dur avec soi-même, tu sais. Donc, Annie, pour terminer l'épisode, voudrais-tu nous dire comment tu vois dans le futur comment tu vois le futur des microagressions, disons-le comme ça? Comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Ben moi, je souhaiterais que tout le monde, on devienne plus à l'aise de questionner les intentions des autres quand ils nous disent des choses. Parce que ce soit parce qu'on bégait ou parce qu'on a dit quelque chose, tu sais, on a tous la chance, je pense, de devenir meilleurs communicateurs. Puis, on peut s'entraider là-dedans, qu'on bégait ou non, pour moins se faire de mal les uns les autres. Puis il y a aussi tout le volet de neurodiversité. Je pense qu'on va devenir meilleur à faire moins de micro-agressions. Plus on va être à l'aise à inclure et à être en contact avec des personnes issues de la neurodiversité. Moi, je pense que c'est positif, qu'est-ce qui s'en vient. Oui, totalement. Ouais, on va se souhaiter ça. Plus on sera habitué d'entendre, de voir des fonctionnements divers sur le plan de la communication, des formes de parole puis de langage qui sont diverses,
moins on aura cette croyance profonde que c'est inadéquat de parler comme ci ou de... Bref. Ou de remettre en question, ou de demander à l'autre comment il se sent, ou de demander à l'autre qu'est-ce qu'il veut dire. Il faut qu'on se mette à parler de ces choses-là. Oui, tout à fait. On se le souhaite. On encourage tout le monde aussi, tous les auditeurs, auditrices à essayer dans leur vie de faire ça. Donc, soit en tant qu'étudiant, étudiante, orthophoniste, personne qui bégaie. Donc, on essaie de prendre tout ce que tu nous as dit, Annie, et tout ce qu'on a dit dans l'épisode, de le mettre en pratique dans nos vies, à notre rythme, du mieux qu'on peut, pour un monde meilleur. Exactement. Vers un monde meilleur. Sage parole. Merci énormément pour tes lumières, ton partage et ta sagesse, je le redis. Merci Annie, merci tellement. Merci beaucoup Annie. Ça fait plaisir. Bye bye. Bye. Mais merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Je suis un podcast qui est créé par l'association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégaient. On remercie également à Alexandre Cadélis, adulte qui bégait, qui s'occupe de la post-production des épisodes, ainsi que le conseil d'administration de l'ABC, de l'association Bégaiement Communication, qui révise et approuve le contenu. Si vous aimez Je suis un podcast, soutenez le projet en vous abonnant au podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou n'importe où vous l'écoutez. À la prochaine!